Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du code pour décortiquer ce qui fait la fameuse magie de Python. On va explorer ensemble les briques de base qui le rendent aussi puissant et, il faut le dire, aussi élégant. Alors, regardons un peu cette énigme. On a là sous les yeux une seule ligne de code. Ça ressemble un peu à une formule magique, non? C'est dense, c'est sûr, mais c'est d'une efficacité redoutable. La grande question, c'est comment ça marche ce truc? Pour vraiment piger cette magie, il n'y a pas de secret. Il faut la déconstruire, pièce par pièce. C'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre à nu les principes fondamentaux qui se cachent juste en dessous. C'est parti. On commence par le commencement, avec l'outil sans doute le plus fondamental de Python, la liste. C'est un peu le couteau suisse de n'importe quel développeur. Ce qui fait toute la force de la liste, c'est qu'elle est mutable. C'est-à-dire qu'elle est vivante, on peut la modifier à volonté. On peut ajouter des choses, en enlever, changer l'ordre, bref, elle est totalement flexible. Et ça, pour plein d'algorithmes, c'est juste indispensable. En plus, la manipuler, c'est vraiment un jeu d'enfant. On veut ajouter un truc à la fin, c'est append. L'insérer à un endroit bien précis, hop, insert. Ou en retirer un, pop. Voilà, ce sont vraiment les 3 opérations de base à avoir sous la main. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est avec le slicing. Cette notation, un peu bizarre au début, permet de découper des tranches de la liste. Et cette petite astuce, //1, pour retourner une liste d'un seul coup, franchement, c'est l'élégance à la Python à l'état pur. Ok, attention, point super important ici, parce que c'est une source d'erreur classique. La différence entre sort et sorted. C'est subtil, mais crucial. Avec sort, la méthode, on modifie la liste directement. C'est fini, l'original est changé. Par contre, sorted, la fonction, elle est plus polie. Elle nous rend une nouvelle liste, toute belle, toute triée, sans toucher à l'original. Donc le choix est simple. Est-ce qu'on a besoin de garder la liste de départ? Si oui, c'est sorted. C'est vraiment le genre de détail qui peut nous sauver de sacrés maux de tête. Bon, la liste, c'est l'outil à tout faire. Maintenant, passons à des structures de données un peu plus spécialisées. Elles sont souvent bien plus efficaces quand on sait exactement ce qu'on veut faire. Imaginons un cas de figure très courant. On se retrouve avec une collection de données qui contient des doublons. Comment on fait pour s'en débarrasser, mais de manière propre et surtout efficace? Eh bien, Python a une solution toute prête pour ça, le set, qu'on appelle aussi un ensemble. C'est une collection qui, par nature, ne peut pas contenir de doublons. Sa structure interne est faite pour ça, elle garantit l'unicité de chaque élément. Et voilà le résultat. Une simple conversion de type, et pouf, les doublons ont disparu. Ce n'est pas seulement un code plus propre et plus lisible, c'est aussi beaucoup plus rapide quand on travaille avec des tonnes de données. Et pour voir une application concrète, c'est parfait pour compter le nombre de mots uniques dans une phrase. On découpe la phrase en mots, on transforme la liste en set et on n'a plus qu'à compter les éléments. Simple, lisible et puissant. Allez, on continue avec les dictionnaires. Là, on oublie complètement la notion d'ordre. Tout est basé sur un système de clés-valeurs. Pensez à un annuaire. On a une clé, le nom, pour accéder directement à la valeur, le numéro. C'est une structure optimisée pour des recherches quasi instantanées. Et ça, en termes de performance, c'est fondamental. Les opérations de base sont tout aussi simples. On peut vérifier si une clé existe, ajouter ou supprimer un couple clé-valeur, et surtout, récupérer une valeur sans risque d'erreur avec get, qui permet de prévoir une valeur par défaut si la clé n'est pas trouvée. Très pratique. Ici, c'est une technique un peu plus avancée. Comment inverser un dictionnaire? L'idée, c'est de parcourir chaque paire et d'utiliser l'ancienne valeur comme nouvelle clé. Et là, la méthode setDefault est super utile. Elle permet de dire si cette nouvelle clé n'existe pas encore, crée-la avec une liste vide. Ça évite de devoir gérer le cas manuellement. Voilà, on a vu les structures de base. Maintenant, voyons comment on peut combiner tout ça avec des fonctions et des techniques qui vont rendre le code encore plus compact et plus expressif. Voici les fonctions lambda. Pensez-y comme des mini-fonctions jetables. Elles sont parfaites quand on a besoin de faire une toute petite opération, juste une fois, par exemple pour trier sur un critère spécial ou pour l'utiliser avec map sans avoir à polluer le code avec la définition d'une fonction complète. Et map, justement, la voilà, c'est un outil formidable pour appliquer une seule et même transformation à toute une série d'éléments d'un coup. C'est un peu comme une petite chaîne de montage pour nos données. Et regardez la puissance quand on combine les deux. Ici, en une seule ligne, on prend une chaîne de caractères, on la découpe, et map applique la fonction int pour convertir chaque morceau en nombre. C'est une chaîne de traitement complète, hyper condensée. Et maintenant qu'on a tous ces outils en main, la boucle est bouclée. On a tout ce qu'il faut pour revenir à notre toute première énigme et la déchiffrer une bonne fois pour toutes.
Et voilà, le tour de magie est révélé. Ce n'était en fait qu'une séquence d'étapes super logiques. D'abord, split, qui nous coupe la phrase en une liste de mots. Facile. Ensuite, cette fameuse compréhension de liste qui passe sur chaque mot un par un pour n'en garder que la première lettre, qu'elle met au passage en majuscule. Malin. Et pour finir, join, qui vient recoller tous ces petits morceaux pour nous donner notre acronyme final. Ce n'est plus de la magie, c'est juste un assemblage intelligent de briques élémentaires. C'est vraiment l'ADN de Python. On a vu comment utiliser les briques fournies par Python. Mais la dernière étape, la plus puissante, c'est de comprendre comment on peut créer ses propres briques, entièrement sur mesure. C'est là que les classes entrent en jeu. Une classe, c'est ni plus ni moins qu'un plan de fabrication pour nos propres objets. Avec cette classe point, par exemple, on peut créer autant de points qu'on veut et on sera certain qu'ils auront tous des coordonnées X et Y. C'est la base de la programmation orientée objet, ce qui permet de structurer des problèmes complexes de manière très intuitive. Et on en arrive au point crucial. Une fois qu'on maîtrise ces éléments de base, les listes, les sets, les dictionnaires, les fonctions, un monde de possibilités s'ouvre. Alors, maintenant que les briques sont là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ?